Trêve internationale oblige, l'actualité du FC Metz s'écrit sans la Ligue 1 McDonald's, quoique. Retour sur les dernières informations du club à la Croix de Lorraine. Maxime Collin est notre invité. Propulsé sur le flanc gauche de la défense, le latéral fait parler de lui. L'occasion parfaite de tenter de connaître les secrets de sa forme du moment. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. Et oui, c'est encore la trêve internationale, on a l'impression que c'est presque ça toutes les 2 semaines finalement dans ce format depuis le début de la saison. Mais c'est pas grave, on a trouvé de quoi s'occuper et en bonne compagnie une nouvelle fois ce jeudi. Fini le Moselle Open, on retrouve notre petit appartement, j'ai envie de l'appeler comme ça. On va faire le tour de nos invités avec Patrick Muller. Ça y est, on a abandonné la petite balle jaune, on retourne au ballon rond. Ouais, salut Emeric. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait les joueurs de couloir et puis il y avait... Et nous du côté. Les joueurs de banc. Ouais, les joueurs de banc. Ouais, c'est pas mal. Ça me va ça. Ouais. Il faudra que tu enlèves ton chasuble au bout d'un moment dans l'émission, tu rentreras en jeu, c'est promis. À tes côtés, le latéral gauche que j'ai mis à droite sur le canapé, Franck Signorino. Je laisse ma place au titulaire, donc je suis content parce qu'en plus j'apprécie l'homme, le joueur et il y a des choses à dire et content d'être parmi vous. Et on va avoir 1 heure pour parler évidemment avec notre invité du jour, Maxime Collin est avec nous. Bonjour à tous, content d'être Re-bienvenue. Re-bienvenue, c'est ma deuxième fois. Il y a 2 ans maintenant. C'est ça, quand j'étais arrivé. C'était déjà en Ligue 1. C'est ça. On va pouvoir prendre le temps de parler de l'actualité du FC Metz avec la première partie, le journal de la Ligue 1. Vous en avez l'habitude, le jeudi, on revient un petit peu sur ce qu'il s'est passé dans la semaine, histoire que vous ne ratiez pas une seule miette de l'actualité du club à la Croix de Lorraine. Et on commence évidemment avec la trêve internationale. Il y a des Grenats qui sont partis avec leur sélection. Petit tour d'effectifs avec notamment Cheikh Sabali et Habib Diallo avec le Sénégal, Abouachvili, Tsitashvili avec la Géorgie, Jean-Philippe Bama avec la Côte d'Ivoire ou Brian Madjo avec les U17 anglais. Messieurs, déjà, premier abord, on commence tout doucement à sentir l'odeur de la Coupe d'Afrique d'Assaut et qui sera potentiellement absent. Sur le papier, ça va faire quand même des gros manques, notamment quand on voit la dynamique actuelle, Patrick. Oui, moi je suis surtout soulagé aussi de ne pas voir Kofi Kwao dans cette liste. Alors qu'il y a des absences, hein. Ouais, pas mal d'absences, donc attention à... C'est de pas trop s'avancer. Non, évidemment, tant mieux pour eux, mais c'est sûr que parmi les 3 joueurs retenus en sélection africaine, il y en a 2 qui sont majeurs en ce moment. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour, je pense comme beaucoup de gens, pour le match, effectivement, le match de Jean-Philippe Bamin. J'ai toujours du mal à le prononcer. Je ne sais pas si on dit Gébamin. On dit que Bamin. On l'appelle JP, nous. Alors. Ah ouais, bon, je ne sais pas si on a le droit, il faudrait qu'on lui demande une fois quand même. Ouais, j'ai beaucoup aimé son match. Alors c'est sûr que ça va nous impacter, mais allez, on va se consoler en se disant qu'il y a d'autres clubs français qui sont encore plus durement sur le plan numérique touchés par les potentielles absences des internationaux africains. Bon, on passe quand même la trêve au chaud à une très très belle 14e place, on ne va pas se plaindre. Content aussi pour Abouachvili et Tsitashvili. J'aimerais bien qu'il marque là prochainement, ça consacrerait un petit peu son bon mood du moment. Mais en tout cas, tous les joueurs qu'on voit là, je trouve qu'ils sont tous dans une bonne dynamique. J'ai bien aimé le match de Cheikh Tidiane Sabali contre Nice, même si parfois il y a ce petit brin de maladresse, il y a un petit peu de déchets, mais moi j'ai trouvé qu'il avait du cœur, j'ai trouvé que sur parfois certaines accélérations, il emmenait 4 joueurs avec lui quasiment, ça faisait des grosses différences, des gros décalages. Donc c'est un joli tableau d'honneur quand même quand on voit ces joueurs-là qui partent en sélection. C'est vrai que tu disais, Patrick, Maxime, il y a quand même des clubs où en général le quotidien est un petit peu chamboulé pour la trêve, ils sont presque parfois une dizaine à partir. Vous, ils sont 6 actuellement. Est-ce que ça change un petit peu l'ambiance pendant les trêves ou pas? Est-ce qu'on reprend des habitudes qu'on n'a pas habituellement? Non, déjà pendant les trêves, ça permet aussi de redescendre un petit peu le tempo, donc pour mieux repartir la semaine d'après. Donc non, on est un peu habitué, surtout que c'est des joueurs qui y vont assez régulièrement, donc on est assez habitué. Après pour la CAN, il faudra voir combien de matchs, parce que j'ai vu que les calendriers, je pense pas même s'ils vont en finale, ils vont pas rater énormément de matchs non plus. Donc, ils ratent tout sur, alors je sais pas pour la Coupe de France quand ça sera, mais ils ratent tout sur le match contre Lorient, et en fait le match contre Strasbourg, c'est le jour de la finale. Voilà, donc c'est pas Donc bon. à voir qui sera en finale, ça peut être potentiellement au pire 3 Messins qui sont pas là, à voir comment ça se passera. Ouais, après ça permettra aussi à d'autres joueurs de prendre la place, et puis quand tu as un bon effectif, c'est toujours plus facile de rentrer dans une équipe qui tourne un petit peu mieux aussi, donc ça sera aussi l'occasion pour quelqu'un d'autre de briller. Franck, qui dit trêve, dit coupure de dynamique, malheureusement. Alors, c'est un peu la question qu'on se posait à chaque fois avant les trêves. Là, le CMS est sur une série de 3 victoires consécutives.
On a envie de jouer la carte de la gourmandise, on n'a pas vraiment envie que ça s'arrête avec une trêve là. Ouais, c'est sûr, mais après, à l'inverse, quand tu perds par exemple 3 fois d'affilée, tu te dis la trêve, elle arrive à temps pour éventuellement retravailler des choses, ou tu te dis tu as envie de rebondir tout de suite, donc ça tergiverse dans les têtes, donc c'est chacun. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. C'est pas ça la phrase normalement dans le film, je crois. Non. Bonne mauvaise situation, il me semble. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, après, en tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même si tu avais envie d'enchaîner par rapport à Brest, qui est pour le coup est dans le dur, ça te donne l'occasion pour toi de te reposer un peu, parce que je pense que tu as donné beaucoup ces 3 matchs pour revenir au niveau, parce qu'à un moment donné, tu étais quand même en crise, que ce soit 2 points, que ce soit aussi envers ton public, que ce soit mentalement, tu étais vraiment atteint. Et ça t'a permis de revenir à flot et peut-être de décompresser un petit peu pour justement mieux réattaquer. Je pense que mentalement, cette équipe de Metz a beaucoup donné, même dans l'énergie contre Lens, Nice et Nantes. Donc je pense que cette trêve, elle peut faire du bien à tout le monde pour recharger les accus. Il n'y aura pas de match de Ligue 1 évidemment, mais il y aura un match amical, ce sera ce vendredi à Frascati contre le RFC Sera. Maxime, c'est toujours aussi l'occasion peut-être d'évoluer avec des plus jeunes joueurs aussi, on l'a vu lors des derniers matchs. C'est aussi parfois changer de coéquipier un petit peu, découvrir d'autres personnalités aussi cette trêve internationale. Oui, puis c'est aussi pour remettre un peu du temps de jeu à tout le monde. Et je sais que voilà, moi, c'est ce qui m'a permis aussi de garder le niveau, parce qu'à un moment donné, si tu joues pas le week-end et que tu joues pas non plus, donc tu peux perdre un petit peu. Donc ceux qui ont un petit peu moins joué, voilà, ils vont pouvoir prendre des minutes. Et je pense que c'est important justement pour que tout le groupe ait un petit peu du temps de jeu. Et voilà, quand on fait appel à toi, au moins que tu sois prêt. Tu en as parlé tout à l'heure, Patrick. Kofi Kouao, c'est vrai que la défense avait été mise à l'honneur dans la sélection du Grenat du mois. C'est lui qui a obtenu ce titre honorifique, en tout cas pour ce dernier mois. Kofi Kouao qui est ton petit coup de cœur, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais l'homme de la résurrection, c'est Maxime Collin, hein, puisqu'il est là. Depuis qu'il est là, on gagne. Donc j'en profite. Kofi Kouao, moi je trouve qu'il a franchi un cap, en fait. Sur le premier quart de la saison, sur cette entame de championnat très très compliqué pour le FC Metz et ces 7 défaites en 9 matchs et ces 2 matchs nuls, il n'était pas forcément au niveau qu'on attendait de lui. Or, au sortir de la saison dernière qui avait été très bonne en Ligue 2, on se disait c'est le moment pour lui là, de le franchir ce petit step. Et là, depuis quelques semaines, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, il a toujours certains de ses travers. Voilà. Alors, il a un cœur énorme. Et aussi, parfois, ça génère une difficulté, on va dire, émotionnelle à gérer certaines situations, c'est vrai. Mais il s'améliore encore, je trouve, sur ses qualités. Il a changé de crampon, visiblement. Il tombe moins, il glisse un petit peu moins qu'avant. Mais je trouve qu'il a toujours une grosse participation offensive. Et même quand on est sur cette défense à 4, il est presque piston droit sur certaines situations où on est en possession du ballon. Et puis derrière, il y a quand même peu d'erreurs. Il participe de plus en plus au jeu. Il est de plus en plus juste. Il y a des frappes. Lui, c'est pareil. Il faudrait 1 ou 2 buts pour matérialiser un petit peu ça, pour l'encourager aussi à continuer comme ça. Mais je trouve que, on a 2 côtés qui sont quand même costauds là maintenant, parce que Sabali et Kouao, ça doit quand même beaucoup fatiguer les défenses adverses. Sur le côté gauche, Maxime Collin, bien évidemment. Et puis Deminguet et Titaishvili, on a 2 côtés là, moi je trouve, qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et on parle pas assez d'un garçon. Alors là, évidemment, c'est Kofi Kouao, mais on parle pas, par exemple, assez, je trouve, du match qu'a fait Jesse Deminguet. Contre Nice, c'est peut-être moins spectaculaire que d'autres Messins qui se sont révélés ce jour-là. Mais voilà, on a une certaine homogénéité dans cette équipe et on a des joueurs qui progressent. Moi, j'ai le sentiment que Kofi Kouao, là, il s'est passé quelque chose depuis 2-3 semaines. Là. C'est vrai que vous êtes passé de concurrent pour le poste de latéral droit, finalement coéquipier dans une même défense avec Kofi Kouao qui est, on va pas se le cacher, un sacré personnage. Ouais, non, c'est clair qu'il amène toujours de la joie de vivre dans un vestiaire. Après, on a toujours eu une très bonne relation tous les deux. Depuis que je suis arrivé, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Donc, tout se passe très bien. Et puis, voilà, des fois, on a même joué aussi. Il était un petit peu plus sur le côté droit. J'étais aussi dans l'axe de la défense. Donc, on tire tous dans le même sens pour que le FC Metz réussisse. Et c'est ça qui est le seul. Est-ce qu'il est épuisant que pour les adversaires ou pas ? Dans le vestiaire, il nous épuise aussi un petit peu. Des fois, les oreilles, on aimerait bien un peu de calme. Mais il aime bien mettre la musique à fond. Mais bon.
Il y On a, aime comme ça. il y a un autre match ce week-end pour votre information. Il y a de la Coupe de la Ligue au niveau des féminines qui vont tenter de rebondir. Pour le moment, ça se passe plutôt bien en coupe avec 2 victoires en 2 matchs. Évidemment, il ne faudra pas manquer ce rendez-vous le samedi 15 novembre à 14h30. C'est vrai qu'on aime bien regarder un petit peu toutes les sections du côté du FC Metz. Là, il va falloir rebondir un peu. C'est vrai qu'il y a eu ce petit coup de mou à Saint-Symphorien. Elles avaient pu rebondir. Ça s'est mal passé là au dernier match. Bon, la Coupe, c'est toujours un parcours un peu différent, surtout là, face à une formation de Première Ligue, même qui joue le bas de tableau. C'est bien aussi comme test pour reprendre confiance. Ouais, c'est à double tranchant. Soit tu t'en sers pour rebondir et repartir sur la dynamique du début de saison, soit ça peut t'entraîner vers le bas. Après, un match de coupe, ça se joue pas comme un match de championnat, c'est pas la même approche, c'est le coup près. Donc, l'avantage, c'est de jouer à domicile. Je pense que jouer à domicile, pas avoir la pression d'un Saint-Symphorien et d'avoir peut-être développé un petit syndrome par rapport à ça, mais je pense que le FC Metz n'est pas dans le même cas. Et dans le même cas que d'autres équipes, j'ai souvenir de Lens l'année dernière qui avait fait son match de gala, qui avait perdu un des rares matchs chez eux, Lille pareil. Donc voilà, je pense que ce FC Metz-là, féminin, jouer dans son stade, mais pas face à une grande population, ça devrait aller. Messieurs, oui, dis-moi. Est-ce qu'on a la possibilité de s'énerver en parlant de la Coupe de la Ligue? Je profite de la présence d'un joueur et d'un ancien joueur syndicaliste. Je t'en prie, c'est un peu ton exutoire ici. Non mais, moi je trouve ça super qu'il y ait une Coupe de la Ligue pour les filles et je ne comprends j'attends de pas. savoir à quel moment tu vas t'énerver. Eh ben, ce qui m'énerve, c'est qu'on a mis sous le tapis ce principe de réactiver peut-être la Coupe de la Ligue chez les garçons. Voilà. Moi, je pense à une équipe comme Metz. Je me dis, ben voilà, t'es pas européen. T'as la possibilité de jouer une espèce de Coupe de France version professionnelle, voilà, ou dédiée aux professionnels. C'est arrivé quand? Il y a eu un enchaînement. Ouais, vous avez joué une fois, deux fois dans la semaine. C'est arrivé une fois. C'est là avec Lens. Ouais. Mais le problème, c'est que... Je savais que Franck n'allait pas être d'accord et c'est pour ça que j'y allais. Tu es d'accord? Non, mais je peux être d'accord pour des clubs comme Metz et on a à chaque fois ce travers. C'est-à-dire que tu as certains clubs qui te disent mais nous, on veut jouer plus. Les clubs qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, les clubs... C'était en discussion ce nouveau format de la faire revenir, mais sans les clubs européens dedans. Les clubs européens, tu peux les protéger sur les premiers tours et les intégrer plus tard. Mais je sais pas, moi, un club comme Rennes qui... a des ambitions, mais va pas être forcément européen à chaque fois par le championnat. Tu joues la Coupe de France comme tout le monde, et puis c'est tout. Oui, d'accord. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour être européen, si tu veux. Je veux dire, ça rajoute un piment pour beaucoup d'équipes. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que à côté de ça, tu rajoutes, regarde le PSG, qui a une ribambelle de blessés, et pourtant qui a milité pour cette Coupe du Monde des clubs, et pourtant tu as un entraîneur Serine, qui veut un effectif réduit, et après, quand il est blessé, il va être obligé de recruter, et en plus, si tu rajoutes des matchs de Coupe de la Ligue pour ces équipes-là, ça va à l'encontre de l'intégrité physique des joueurs. Après, je comprends que pour des équipes comme Metz, comme Lorient ou même les équipes de Ligue 2, ça rajoute de la compétition, ça rajoute du piment. Mais il faut trouver un juste milieu. Dans ce cas-là, il faut arrêter ces compétitions internationales qui ne servent à rien. Mais qui concernent la Ligue des Nations. Quelques privilégiés. Mais dans ce cas-là, il faut en parler avec la FIFA. En fait, tu veux faire une compétition juste avec Metz, quoi. Pourquoi pas? On met Metz, on met Rennes, on met Brest, on met... Ces petites équipes, en fait, c'est un ton trophée. On l'appellera le trophée Patrick Muller. Mais non, mais c'est pas petite équipe. Et si tu commences à mettre des équipes européennes qui interviennent après, tu vas avoir des personnes... Parce que la dotation économique, plus tu avances, donc elles sont assurées d'avoir cette dotation économique. Du coup, ça... Puis il y a moins de matchs à jouer. Un biais avec les équipes qui vont commencer cette compétition dès le départ. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Franck, mais je ne vais pas aller jusqu'à dire que j'ai une nostalgie de la Coupe de la Ligue. Mais je trouvais que c'était quand même une compète supplémentaire. Enfin, voilà, tu as été dans une situation, Maxime, où à un moment, tu es sorti du plan de jeu du coach. Tout à fait, ouais, non, moi personnellement j'aimerais bien que ça revienne. Alors je sais pas sous quel format, mais oui, des fois, je sais, moi en Angleterre il y avait 2 coupes aussi et ils l'ont encore maintenu, alors que c'est un championnat à 24 équipes par exemple chez nous. Donc, donc des matchs, t'en as beaucoup en championnat aussi. Mais là, tu as vu ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que la Coupe de la Ligue, ça sert pour faire une équipe bis. Non. Pour ceux qui jouent moins, à un moment donné, quand c'était ton cas, de dire j'aurais peut-être aimé et avoir l'équipe bis du PSG, avoir l'équipe bis de toi. Moi je trouve que c'est compliqué et de trouver Moi, je te parlais d'un cadre d'ensemble. C'est compliqué à mettre en place. Par contre, c'est vrai que pour certaines équipes, ça serait vraiment agréable. Moi, j'ai apprécié la jouer. Je propose une solution pour mettre tout le monde d'accord.
finir dans les 4 premiers, jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a une autre compétition, Metz peut s'amuser, jouer contre des gros clubs et tout. Tout le monde est content. Ouais. Ça peut être aussi l'Europa League, au lieu de dire la Ligue des Champions. On va pas faire la Conférence League. Tu vas commencer step par step, toi. Après, Ligue des Champions, tu joues le mardi, le mercredi, c'est bien, ça couvre vraiment bien en deux ta semaine, tu vois. Je pense un peu à la tactique. C'est vrai que si vous venez de nous rejoindre, que vous l'avez peut-être pas vu, que vous n'avez pas entendu Patrick Muller, Maxime Collin est notre invité aujourd'hui et justement, on va ouvrir cette parenthèse liée à notre invité du jour. Et oui, parce que pendant que vous battiez, on va donner la parole à Maxime. On va déjà revenir sur tes stats du début de la saison. À 6 matchs joués, 4 titularisations. Tu es sous contrat jusqu'en 2027. On va commencer par tout ce qu'il y a de bien en ce moment. C'est ces 3 victoires consécutives. Une sacrée bulle d'oxygène, je suppose, pour toute l'équipe. Ouais, c'est sûr, on était vraiment au fond, j'ai envie de dire. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de discussions, même la semaine de Lille, où voilà, on a tous discuté. Il y a eu le président, il y a M. Molinari aussi qui est venu. Voilà, avec les supporters aussi, on a discuté. Donc voilà, on s'est dit les choses et c'est surtout parce que voilà, les joueurs restent à peu près les mêmes, mais c'est surtout mentalement, je pense qu'il y a eu un peu un déclic et c'est ça qui est notre renouveau, il vient de là, c'est surtout mentalement. On me parle de discours, mais tout le monde veut savoir ici, même ceux qui peuvent nous regarder, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre ce match face à Lille et ce match face à Lens où vous avez totalement changé? Parce que des discussions, de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu entendre, il y en a eu déjà un petit peu en amont quand même de ce match face à Lille. Pourquoi sur cette période-là, il y a eu un tel switch entre Lille et Lens ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est vraiment juste une discussion en plus qui a fait que… Non, je pense que c'est un ensemble. Après, voilà, moi, je trouvais qu'au niveau des entraînements, je trouvais qu'on était un petit peu trop loin de la réalité de match. Donc voilà, on a eu un discours aussi avec le coach. Le coach nous a écoutés, il n'est pas resté borné sur certaines décisions. Donc voilà, il était vraiment à l'écoute de ce qu'on voulait dire aussi. Donc voilà, c'est surtout, je pense, l'échange qu'on a eu aussi avec le coach, plus voilà, chacun aussi se regarder droit devant le miroir aussi. C'est ça aussi qu'il faut faire des fois pour avoir un peu un renouveau, quoi. Franck, une discussion peut tout changer dans une saison ? Elle peut enlever des tabous, elle peut enlever aussi des choses que parfois on entend mais qui ne sont pas claires, des flous, des quiproquos. Et puis, je pense qu'à un moment donné, si les choses ne vont pas mais que chacun marmonne ou dans son coin et ne le dit pas clairement, ça crée des tensions. Après, je trouve que lorsque tu prends 4-0, 6-1 dans une même semaine, je pense qu'il y a un ego qui est touché. Et l'ego, pour moi, dans le footballeur, il est primordial. Donc tu te dois, à un moment donné, d'être remis en question. Que si tu avais perdu ces 2 matchs, 2-1, 1-0, et tu aurais eu autour de toi, ouais, mais pourtant on a fait des bonnes choses, pourtant on a vu, un peu typique ce qu'on avait vu à Monaco ou Lyon, où j'entendais dire, putain, on a quand même fait des bons trucs, mais quand tu prends 3-0, 5-2, au final, tu as quand même pris 5 buts et 3 buts à l'extérieur, et tu as 0 points, et tu es quand même, à la fois, tu te dis prêt, mais très loin. Là, tu as pris 4-0 à Toulouse, tu as pris 6-1, tu avais une classe d'écart. Tu te dis, au bout d'un moment, il faut revenir à des basiques, de la combativité, de la cohésion, de la solidarité. Tu parles même plus de technique ou de tactique, là. C'est se remettre en cause soi-même et collectivement. Et je pense que cette discussion, comme tu dis, ça amène à des discussions, à se dire des choses qui font parfois pas plaisir, mais à partir du moment où tu mets les formes, il n'y a aucun problème. Et ce vestiaire, pour l'avoir côtoyé un petit peu, il paraît sain. Tu vois un Kwao, tu vois un Maxime, tu vois un Benjamin Stambouli, un Gauthier Hahn. D'une saison à l'autre, il n'a pas beaucoup changé. Tu as juste des joueurs étrangers qui sont arrivés et qui, a priori, sont de bons garçons. Et voilà, je dirais après, une bonne discussion, oui, peut mettre les choses à plat. En tout cas, dans ce switch qu'il y a eu, c'est le jour et la nuit. En défense, on va le voir en statistique, c'était 26 buts encaissés lors des 9 premières journées, un seul but lors des 3 dernières. Et les adversaires sont quand même, on va dire, assez importants. On a Lens, on a Nantes, on a l'OGC Nice, Maxime. C'est vrai que là aussi, tout a changé. On aime le dire de manière assez simple sur le plateau. C'est sûr que c'est plus facile de gagner quand on n'encaisse pas 3 que quand on encaisse 3 dans un match. C'est sûr, non, et à un moment donné, on baissait un petit peu la tête direct et on savait qu'on allait prendre une valise entre guillemets. Donc je pense que voilà, en Ligue 1, il faut déjà pouvoir
de donner un peu de résistance, quoi, de pas tout de suite, pas tout de suite baisser les bras. Et je pense que voilà, parce qu'il y a entre guillemets que des grosses équipes en Ligue 1, donc voilà, tu vas jouer que contre des grosses équipes et il faut pouvoir répondre présent et résister au maximum. Donc contre Nantes on a gagné, contre Nice on a gagné, voilà, mais au moins ce que je disais souvent, voilà, à Nantes on a eu un peu de réussite, on a gagné, mais presque moi si c'était un match nul là-bas, ça m'allait aussi parce que tu montres que tu es en progression et puis tu arrives à compéter contre des grosses équipes, quoi. Mais si je puis me permettre, on parle effectivement du fait d'échanger, de parler, d'éléments qui peuvent amener un déclic. Et c'est vrai que ce qui est très spectaculaire, c'est à quel point tout ça s'est enchaîné rapidement, quoi. 3 victoires en 12 jours après un début de saison cataclysmique, terrible. C'est l'équipe qui a la meilleure forme en ce moment en Ligue 1 sur les 3 derniers matchs. Il n'y a qu'une seule équipe qui a fait 3 victoires, c'est Metz. Mais au-delà de ça, évidemment, il fallait reconquérir la confiance. Et tu as raison, elle est centrale, l'ego touché, l'ego blessé, etc. On connaît ce ressort-là. Mais ce matin, je me suis amusé à regarder un petit peu à froid, pas dans le détail, mais la première mi-temps, par exemple, contre Nice. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Je veux dire, cette équipe de Nice n'a jamais développé son football. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une équipe et des joueurs qui expriment leur vraie qualité. Et aujourd'hui, selon moi, le FC Metz est à sa place. Moi, je l'ai dit dès le début de la saison, y compris dans la période difficile, très difficile, qu'avec les joueurs qu'on avait, il y avait la place pour faire beaucoup mieux. Et que potentiellement, on pouvait viser 12, 13, 14, voilà. En tout cas, là, au moment où on parle, le classement du FC Metz. Mais sur cette première mi-temps, notamment, je parle de celle-là pour l'exemple face à Nice et plus globalement sur la totalité du match, on a quand même vu du jeu à deux, des séquences de possession, des changements de jeu, des changements de rythme, des choses qu'on ne voyait pas, mais dont on savait que l'équipe était capable. Donc à un moment, oui, on parle, on se dit les choses, mais il y a aussi la notion de talent quand même qui est centrale. Et là, il y a des gens à qui il manquait la petite étincelle. Peut-être avec la confiance. Le talent. Ouais. Le talent. Alors, qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui génère quoi en fait? C'est ça le. Vas-y, je te laisse la parole, mais après, moi j'ai une idée aussi, mais vas-y. Non, de toute façon, on sait qu'on a une équipe qui peut jouer au ballon, donc de voir des séquences, des bonnes séquences, tu le sais, mais si tu n'as pas une base un petit peu, voilà, de se battre sur chaque ballon, de grinta, de vouloir gagner, bon. T'as beau, comme on disait, comme et ça, Lyon, tu le perds quand tu as la tête dans le seau, en fait, c'est ça. Et non, mais aussi, tu le perds lorsque tu viens et tu es une équipe en Ligue 2 qui a tendance à dominer son sujet, d'avoir la possession, ça s'ouvre. Parce que tu as la possession, tu es dans les 30 derniers mètres, tu sais qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir parce que tu fatigues tes adversaires. Sauf qu'en Ligue 1, tu ne l'as pas, ça. Tu as de la qualité, mais tu n'as pas cette qualité suffisante pour faire la même chose qu'en Ligue 2. Et du coup, pour moi, tu avais un petit peu oublié le principal. D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs, le maître mot aussi, c'est patience. Hein. Tu gagnes tes 3 matchs dans les 10 dernières minutes. On est emmené. Hein, et la différence par rapport aux 2 premiers, c'est que tu as une réaction, tu retournes une situation. Donc c'est là que tu vois la progression par rapport aux 2 premiers matchs. Et ce que tu viens de dire avant, c'est que j'ai écouté aussi Pierre Sage, Lens. C'était le premier match où ils n'arrivaient pas à développer le jeu sur les côtés. Oui. Nice n'arrive pas à développer son jeu. Pourquoi? Parce que le FC Metz a empêché de développer ce jeu-là. Bien sûr. Alors qu'avant, la priorité du FC Metz, quand tu vas au PFC, quand tu vas à Lyon, on va déployer notre jeu, on y va avec nos qualités qu'on a montrées en Ligue 2, mais sans prendre en compte peut-être les qualités de l'équipe en face qu'il faut bloquer avant. Et il faut avoir cette humilité. Alors je ne dis pas de façon inconsciente, hein, cette humilité de dire on revient à des bases, et on abandonne peut-être cette possession qui est si chère et qui était si chère parce que tu as cette notion de transition qui peut être utile. Le but de Diallo, c'est une passe. Bien sûr. C'est pas un gros mot la transition. Hein. C'est une transversale, c'est une passe en profondeur. Moi j'ai retrouvé contre Lens, j'ai retrouvé contre Nice, j'ai retrouvé contre Nantes des ballons et des appels en profondeur qui font reculer le bloc, qui te permet après de pouvoir développer ton jeu. Mais tu as aussi Diallo pour le faire. Enfin, tu as aussi un joueur là qui. Tu l'avais en début de saison, mais tu ne l'utilisais pas forcément. Et puis Diallo. Peut-être pas dans le même état de forme aussi. Tout à fait. Et là, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce joueur-là, tu l'as eu en fin de mercato, après 2 ans en Arabie Saoudite, qui pour moi le rythme n'est pas le même, n'a pas eu une bonne préparation, ou du moins estivale. Et maintenant, tu vas avoir toutes tes forces avec toi. Parce que là, il n'y a pas que la détermination. Je veux dire, le FC Metz a été capable d'allier les deux, quoi. C'est-à-dire effectivement se projeter quand il fallait le faire, défendre, etc. Mais aussi avoir le ballon. Ce FC Metz-là est pour moi plus pragmatique. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, on n'avait pas vraiment cet équilibre entre bien jouer, mais aussi, faut aussi bien défendre. Et à un moment donné, c'était tout pour
pour la possession entre guillemets inconsciemment. Hein. C'est parce qu'en Ligue 2 c'était comme ça et ça passait, mais en Ligue 1 tu étais obligé d'équilibrer un peu plus. Tu as tendance à t'ouvrir et te prendre des flèches. Mais moi, j'ai vu contre Lens. Excuse-moi, j'ai vu contre Lens. C'est à un moment donné, tu as la possession. Tu vois que le pressing est un peu trop. J'ai vu des joueurs allongés. Chose que je ne voyais pas avant, où c'était la remontée de balle à tout prix. Quoi. Mais c'est ça aussi les discussions, je veux dire, en interne avec le coach. Il est capable de vous écouter. Oui, non, ça c'est une des grosses qualités, j'ai envie de dire aussi, qu'il a, c'est que voilà, il nous a écoutés et puis parce que voilà, un coach a ses idées, mais il a été aussi malléable là-dessus, donc il perd pas ses idées, mais il nous a écoutés, j'ai envie de dire quand même sur certains points, et donc il y a différents changements qu'on a adoptés, et ça c'est des choses que nous les joueurs on voulait mettre en place, parce qu'à la fin du compte c'est nous sur le terrain, donc même si des fois il y a des choses que peut-être avant des joueurs faisaient et qu'ils ne voulaient pas faire, donc voilà, là tout le monde, je sens que voilà, il y a un peu plus une osmose, tout le monde est un peu plus sur la même longueur d'onde. Et t'as un mec qui prend la parole ou qui est un peu désigné, si on peut dire, par les autres, comment, c'est plus, tout le monde a parlé un petit peu. Alors voilà. Après, c'est des choses qui restent entre nous, mais tout le monde a reçu l'invitation par mail. Tout le monde a un peu discuté sur ça. Oui. Il y a un calendrier qui se poursuit. Après cette trêve, on va regarder assez rapidement pour clôturer cette phase allée de la Ligue 1 qui arrive déjà presque à son terme avec ces 5 affiches, vous le voyez, notamment des rencontres face à Brest et Auxerre, mais même Lorient, qui sont actuellement derrière le FC Metz au classement. Maxime, est-ce qu'on se fixe une limite de points? Est-ce qu'il y a un objectif de points pour la fin de cette phase allée en se disant au moins déjà ne pas perdre ces 3 rencontres-là? Non, vraiment, c'est match par match. Il a fallu occulter le classement quand ça n'allait pas? Oui, tout à fait. Il faut pas, faut quand même être conscient de ce qui se passe. Mais voilà, moi j'ai l'habitude de dire, le championnat, c'est un marathon. Donc voilà, aujourd'hui on est bien, on n'était pas bien. Mais bon, c'est à la fin que ça comptera. Donc voilà, se concentrer. 100% de la concentration doit être pour Metz, et puis on verra, aligner la meilleure équipe pour Metz, et puis on verra ce qui se passe après. Mais on ne peut pas se permettre, un club comme Metz, de vouloir calculer, on jouera à Paris, Auxerre, Lorient, enfin voilà, toute la concentration doit être sur Brest. N'hésite pas, si jamais tu as besoin de calculer, tu regardes l'émission. Nous, on s'amuse à calculer toutes les semaines, même si ça les arrange pas et qu'ils me disent ouais, mais c'est trop tôt et tout. Non. On va faire ça toutes les semaines et il y a encore 5 rencontres avant la fin de la phase. Allez, on va passer un petit peu à toi maintenant. On a parlé du collectif, on va revenir sur le plan personnel. Alors, déjà, une petite question qui m'a fait un peu sourire. Il y a une séance de dédicace aux arènes cette semaine lors du Moselle Open où tu étais avec Fodé Ballo-Touré. Et entendant un peu l'oreille, les gens me demandaient comment tu as fait pour mettre Thauvin et Ablin dans ta poche? C'est sûr que c'est des beaux joueurs. Après, voilà, je suis très content que comment ça se passe pour moi en ce moment. J'ai vraiment senti à partir du match de Lens que le coach comptait vraiment compter sur moi. Alors je sais qu'il me faisait confiance aussi avant, mais souvent c'était plutôt pour dépanner. C'était pour dépanner soit une blessure, soit un carton. Que là, c'était vraiment un choix de sa part de me mettre là. Donc voilà, c'est quand un coach, on a tous besoin quand même de la confiance. Donc voilà, j'ai ressenti ça. Et voilà, je suis content que ça se passe bien. Après voilà, Florian Thauvin ou des autres, je suis surtout content de faire des bons matchs. Je me concentre pas vraiment sur l'opposition que j'ai en face, quoi. En tout cas, c'est vrai que sur X notamment, anciennement Twitter, on peut regarder, les supporters eux, se sont donnés à cœur joie pour te trouver peut-être des homonymes. Je sais que j'ai vu passer Marcelo, Sergio Ramos, ce genre de choses. Il est vrai que voilà, tu as passé un peu un cap dans la confiance que tu peux avoir. Et ça se ressent aussi en termes statistiques. Tu restes sur 270 minutes en 3 matchs. C'est 3 titularisations consécutives. C'est plus arrivé depuis 2 ans finalement, depuis la Ligue 1. En Ligue 2, c'était pas forcément arrivé. Ça me demande de te poser la question en 2 temps. Dans un premier temps, quel regard tu portes sur tes 2 premières saisons ? Alors, j'ai eu une première saison difficile ici, même si j'ai joué, mais voilà, je n'appréciais pas vraiment forcément le football. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Je suis arrivé après beaucoup de saisons en Angleterre et j'avais pas fait de préparation, donc voilà, je pensais que ça allait être un petit peu plus crescendo pour moi pour reprendre un peu de la forme ici. Et puis j'ai tout de suite été mis dans le bain, donc je me suis blessé assez gravement au bout du 3e match. Donc voilà. Contre Clermont, ouais, j'ai fait une grosse déchirure au mollet qui m'a quand même éloigné. Donc disons que c'était pas le
le début que je voulais. Donc voilà, cette première année, j'en retiens pas énormément de bonnes choses. Et en plus, on descend. Donc voilà. Donc à un moment donné, il y a une question de savoir est-ce que vraiment je voulais rester après cette première année ou est-ce que voilà, c'était juste un échec et il fallait voir autre chose. Donc j'avais des possibilités pour repartir en Angleterre et donc j'en avais fait part au club et c'est là où j'ai été un petit peu surpris parce que le club comptait vraiment sur moi, donc c'est pour ça qu'ils, entre guillemets, contre toute attente, j'ai envie de dire, ont voulu montrer leur confiance et me prolonger. Donc là, je suis parti un petit peu sur une nouvelle dynamique à partir de ce moment-là. Donc là, c'était avec Stéphane Lemillan. Et donc, l'année de Ligue 2, comme je disais, je sais qu'il m'apprécie, qu'il me fait confiance. Mais c'était surtout en tant que second couteau, j'ai envie de dire. Donc, j'ai jamais perdu cette confiance que j'avais en moi. Et je savais que surtout, voilà, depuis, j'ai envie de dire, sur les 6 derniers mois de Ligue 2 et voir là la préparation, je pense avoir fait une bonne préparation aussi. Je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir ma chance. Et voilà, je suis content que pour l'instant, ça tourne bien sur ce dernier match. C'est vrai qu'il y a 2 ans, la saison a quand même laissé pas mal de traces dans pas mal de têtes, que ce soit au niveau des joueurs, on l'a déjà entendu, au niveau des supporters aussi. C'est vrai, quand on regarde un petit peu, tu es peut-être l'un des derniers joueurs arrivés à ce moment-là, sous l'ère Pierre aussi, Laszlo Bologna. Est-ce qu'il y a un petit peu un spectre autour de ça, de dire voilà, il fallait se débarrasser de ça, parce que tu faisais partie à ce moment-là des acteurs de cette saison qui avaient fait un peu mal quand même au niveau de plein de choses, on l'a dit, pas forcément sur le plan personnel. Tout à fait. Et comme je dis, le foot, il y a 90%, c'est quasiment mental. Donc voilà, quand tu arrives d'énormément de saisons en Angleterre et tu arrives, je pensais venir un peu dans un club qui tournait bien parce que le club venait de monter. Donc je me suis un peu, je m'attendais pas à ça directement. Et après voilà, je regrette rien. Mais voilà, il y a eu cette discussion au bout d'un an où il fallait faire un choix, mais c'est vrai que oui, ça a fait du mal, pour moi et puis aussi parce que voilà, je faisais partie du projet, donc ça a fait à tout le monde, mais pour moi aussi forcément. C'est vrai que tu as enchaîné maintenant les titularisations pour revenir au présent, avec notamment de temps en temps le brassard de capitaine. Je laisserai aussi après nos 2 chroniqueurs réagir à ça, mais ce brassard, c'est justement une marque de cette confiance dont tu parlais. Alors c'est symbolique sur le terrain, on le dit, parce qu'il faut un capitaine sur le terrain, mais on sait qu'il y a autre chose, il y a la vie dans le vestiaire, il y a cette maturité, cette expérience, mais quand même, ce brassard-là était revenu à un moment donné. Oui, non, tout à fait, je suis beaucoup mieux on va dire que j'ai trouvé ma place dans le vestiaire où je ne l'avais pas forcément avant, donc non, je suis bien dans la ville, je suis aussi bien dans le vestiaire, et donc voilà, tout était aligné pour moi en ce moment, et donc voilà, d'avoir le brassard, j'ai envie de dire, c'est plus dans la continuité du fait que tout est aligné et ça fait du bien. Franck, c'est vrai que ce brassard aujourd'hui, il récompense quand même pas mal de choses. Vous jouez actuellement, en tout cas, tu vas jouer au même poste qu'il joue actuellement, même si on l'associe plutôt au côté droit. Attention, en Angleterre, on a appris quand même qu'il y a eu pas mal de matchs côté gauche, évidemment, mais c'est la chose logique finalement. Logique qui, pour moi, n'a rien à voir avec les bonnes performances que tu as faites. Alors bien sûr, d'être sur le terrain, ça aide d'être une option pour avoir le... J'ai connu aucun capitaine qui était sur le banc. Voilà, le capitana. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est par rapport à ces 2 dernières années et par rapport à la notion d'exemplarité. Quand tu es un capitaine, c'est parce qu'il faut que l'effectif se reconnaisse en toi. Tu dois avoir une légitimité pour être écouté, pour pouvoir représenter. Et Maxime, là, tant dans sa gestion, il a connu des moments difficiles, tant personnel que collectif, mais il est toujours resté sobre, avec une certaine retenue et une certaine aussi à relativiser une objectivité. D'ailleurs, son discours le prouve, et un devoir d'exemplarité au quotidien. Donc ça, le coach, je pense qu'il lui reconnaît, et c'est pour ça qu'il lui donne ce brassard, et je dirais cet honneur, parce que au niveau du quotidien, de l'entraînement, de l'implication, du professionnalisme, il donne des signaux à ses coéquipiers. Et même si tu n'es pas titulaire, tu donnes ces signaux-là et tu engendres une dynamique avec toi. Donc pour moi, c'est par rapport à tout ce qu'il représente, et tout ce qu'il représente, il a représenté et représente maintenant, même dans sa façon de jouer. C'est un joueur qui est moins, entre guillemets, spectaculaire que Kwao dans l'énergie, etc., mais qui est sobre, qui est plus dans l'analyse, plus dans la rigueur, etc. Donc c'est pour moi toutes ces qualités-là que le brassard lui revient. Ouais.
Patrick, c'est vrai que, attention à la semaine qui sont belges, mais nous on n'est pas à l'entraînement toutes les semaines, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'assiste pas. Et c'est vrai que là, de voir ce qui se passe avec Maxime, on l'a plus nous classé sur la tête de belles surprises en ce moment, dont on a envie évidemment que ça continue, que ce soit pour lui mais aussi pour le club, parce que ça permet d'avoir des choix un peu de riches pour le coach. Oh oui, et puis on sort aussi d'une longue séquence où on n'avait jamais la même défense quasiment. Maxime est un peu, pardon pour l'expression, sorti du chapeau, puisque tu étais un petit peu plus à distance du 11 de départ. L'équipe n'a changé que parce qu'il y a eu la suspension de Götze, mais sinon c'est le même 11 depuis 3 matchs. Oui, depuis son arrivée, voilà, c'est lui l'homme du renouveau. C'est un peu plus compliqué des fois. Mais autant, moi, c'est peut-être sur le plan un peu plus technique, parce que vous avez développé l'un et l'autre des choses intéressantes sur effectivement la personnalité aussi du joueur, qui reste calme, qui reste froid finalement par rapport à ce qui peut se passer, moins de temps de jeu, etc., problème de blessure à un moment. J'aurais jamais imaginé sur le plan technique Franck jouer à droite. Et pourtant, j'ai joué. C'est vrai? Bien sûr. Tu prends des chroniqueurs, ils connaissent pas leur travail. C'est un truc de fou. Combien de fois? J'ai joué au Stade de Reims, j'ai joué à Lille à droite. Oui, mais pas à Metz. Non, à Metz, j'en avais pas besoin de moi à droite. Bon, t'as un pied droit alors ou... Non, mais je peux jouer à droite. Donc ma question c'est, est-ce que Maxime, t'as pied gauche, pied droit? Pour toi, c'est... Non, je suis beaucoup plus droitier, dominant droitier que gaucher, mais oui, non, on s'adapte. C'est roulette, centre ou frappe lucarne opposée. Alors comment tu contournes le pied gauche quand t'as pas le choix? Statistiquement, je tiens à dire une chose, c'est beaucoup plus facile pour un droitier de jouer à gauche qu'un gaucher pour jouer à droite. Parce que nous, on est hémiplégique, nous. Donc oui, c'est sûr. Oui. Et pas que. Non, c'est sûr que dans certaines situations, je suis un peu embêté. Et donc, je pense quand même que je suis plutôt meilleur à droite. Mais voilà, pour le bien de l'équipe, pour l'instant, c'est à gauche. Et voilà, je trouve d'autres moyens. Mais c'est sûr que oui, des fois, c'est un peu plus embêtant. Ouais, contre Jonathan Klaus, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Pour l'instant, ça s'est bien passé. On va continuer comme ça. La liste continue, pas mal. Là. Ce qui est dur dans ces positions, c'est pas tant avec le ballon. Je pense que c'est même pour appréhender les positions en fonction d'être entre ton attaquant et défenseur, donc ta position est différente, te tourner défensivement. C'est donc ça qui perds du temps aussi. C'est ça qui est compliqué pour moi, un gaucher. Tous les appuis sont complètement à l'opposé. C'est presque plus simple de jouer arrière central droit que de jouer latéral gauche. Tout est complètement à l'opposé. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter un petit peu. Franck latéral droit à Reims. Ah ouais. On regardera une compilation et on la ressortira dans l'émission. On a pris 3-0, mais... Oui, j'allais dire. C'était pas ta faute. C'est arrivé combien de fois ça? 2 fois, je crois. Ah oui, d'accord. On regardera les Il statistiques. me sort ça comme si c'était quelque chose de régulier. Oui, mais c'est à travailler ton sujet, tu vois. Et on a 2 chroniqueurs qui te posent des questions, moi aussi, mais je suis allé chercher un petit peu plus loin. C'est vrai que j'aime bien toujours avoir une petite séquence où on pose des questions un peu secondaires. Bon, là, je vais te les parler parce que je l'ai déjà fait il y a 2 ans. On est revenu sur toute ton origine, notamment. J'ai vu à un moment donné, tu avais fait pour le club une séquence de choisir un peu à la Combini, de choisir entre 2 réponses. On t'a demandé à un moment donné entre Laurent Goisy ou Vincent Pajot. J'ai posé un joker, évidemment. Je me suis permis de t'aider. Il y en a un des 2 qui t'a adressé un message, on l'écoute. Max, j'espère que tu vas bien. Écoute, je t'envoie ce petit message du Maroc. J'espère que la famille va bien. J'espère que les enfants se portent bien. Je voulais te féliciter d'abord pour ton retour en grâce dans l'effectif et dans le groupe. Et puis, je voulais te poser une question à travers l'émission. C'était... quel rôle tu as eu dans le vestiaire quand sur les premiers matchs ça se passait pas très bien et surtout toi que tu jouais pas beaucoup. Est-ce que tu as pris de la place? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as conseillé les jeunes? Je sais qu'on avait eu aussi des moments difficiles à Boulogne en Ligue 2, donc peut-être que ça t'a servi. Donc voilà. Écoute, encore félicitations pour le retour en grâce et pour les résultats de l'équipe. J'espère que vous allez continuer à faire de belles choses. Et puis, je t'embrasse, je te fais des bisous. Bertrand, aussi, je te fais un bisou à toute l'équipe du Graouli Mag. À bientôt. Salut les gars, ciao, ciao. Il fait un bisou à absolument tout le monde, ne vous inquiétez pas, il n'a oublié personne. Une petite réponse peut-être? Ouais, non, merci pour le message. Et si, j'ai bien discuté avec le groupe. Et voilà, moi... vraiment le message que j'ai voulu faire passer, c'est que voilà, pour moi le niveau des entraînements devait être plus élevé pour diminuer, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait trop d'écart entre ce qu'on proposait aux entraînements et ce qu'on proposait en match. Et donc à un moment donné, que si tu arrives le dimanche mais que tu n'es pas habitué à ça à l'entraînement, la marche est trop haute.
Et je trouvais que c'était ça, on commençait le match et la marche était déjà trop haute avant même d'avoir commencé. Donc je voulais que toute l'intensité des entraînements monte. Et voilà, c'était mon message. Et notamment un des messages que j'ai fait passer. La fameuse phrase, tu t'entraînes comme tu joues. C'est vrai. Des fois, on le dit un peu banalement comme ça, mais quand tu es dans une situation... On devrait faire une émission spéciale sur ces phrases un peu bateau du foot, voir si elles sont vraies ou pas. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, ils sont bateaux, mais si elles existent, c'est pas pour rien. Ouais, c'est vrai. Très rapidement, j'avais une transition incroyable avec Bateau, mais je m'en passerai. C'est vrai que j'ai quand même une question à poser. Est-ce que tu joues aussi un rôle, non pas forcément dans cette période où ça s'est bien passé, mais aussi pour un joueur comme Sadibou Sané, avec ce double carton rouge? C'est vrai qu'on parle beaucoup de gérer ses émotions. On se demandait si en interne, je sais que le coach, on a parlé un petit peu avec lui, nous l'a dit. Est-ce que toi aussi, en tant que coéquipier en défense, tu vas un peu le voir à ce moment-là pour lui dire, le conseiller sur ce genre de choses ou pas? Justement, moi, je trouve que c'est plutôt un échec ce qui s'est passé parce que c'est arrivé une fois, c'est arrivé une deuxième fois, c'est arrivé aux entraînements déjà. Donc pour moi, en tant que, entre guillemets, un des capitaines de l'équipe, plus nous, toute l'équipe, tout le staff, je trouve que c'est un échec que ça soit passé comme ça. Pour moi, justement, tu dois prévenir toutes ces choses en amont. Donc pour moi, forcément, il est coupable aussi et c'est une de ses erreurs aussi. Mais je pense que c'est plutôt un échec en amont de ne pas avoir pu prévenir ça, quoi. Bon, on espère évidemment qu'il reviendra, et ce qui est déjà le cas sur le banc pour le moment, mais qu'il reviendra dans le 11 avec... C'était quoi la transition avec Bateau, du coup? Eh bien, parce qu'il y a des phrases bateau, mais il y a aussi un bâton qui fait parler de lui en ce moment. Et attends, elle travaillait à l'entraînement, celle-là, ou pas trop finalement. Ce bâton de Bourbotte, il est vrai qu'on en a un petit peu beaucoup parlé dans cette émission, je ne vais pas me le cacher, malheureusement on va continuer à le faire. Et oui, parce qu'on a trouvé qui en est à l'origine de ce bâton physique, en tout cas. Il est mosellan, il vient de Sarrebourg, et il nous a expliqué un petit peu d'où il vient, avant que nous on en reparle avec les joueurs, parce que visiblement il porte chance. Moi je suis juste le fou qui s'est dit c'est dommage de l'avoir qu'en virtuel et ce serait cool de l'avoir en physique. Et donc il y a 4 ans est sortie la vidéo, j'ai vérifié ça hier, de Remontada. C'est là que j'ai appris l'existence donc, du bâton de Bourbotte. Et à la fin de la vidéo, il dit ce serait bien de matérialiser ce bâton et que la Ligue joue le jeu justement de ce bâton. Et cette idée, elle est restée dans ma tête. Et puis, j'avoue, je suis supporter du Racing du coup. Et quand Strasbourg l'a récupéré face à Marseille en septembre dernier, il y a eu un peu un concours de circonstances qui a fait que j'avais un bâton avec moi. Le Racing l'avait, je me suis dit, là c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose avec. En plus, j'avais travaillé avec un artisan sur un autre projet, un artisan qui grave le bois sur un autre projet quelques semaines avant. Je me suis dit, je vais le contacter, on va voir s'il peut faire quelque chose. Et en effet, ça a été le cas. Donc voilà, on a coupé le bâton, on a fait des bisous, on a essayé de faire quelque chose de propre, mais en gardant un peu le côté brut et presque un peu parodique du bâton. On n'a pas cherché à faire un truc parfait, tout verni, etc. Non, voilà, c'est un bâton, point. À 100%, hein, bien évidemment, je veux qu'il continue de circuler entre les clubs, je veux continuer de le voir sur les réseaux, à la télé, partout, sur les médias, voir les joueurs avec, je veux vraiment que ça continue, je veux absolument pas par contre qu'il revienne dans mon appartement. Ce bâton, nous non plus, on espère qu'il ne reviendra pas dans son appartement et qu'il restera à Metz le plus longtemps possible. Maxime, est-ce qu'il y a un avant ou après ce bâton? Parce que nous, on en fait une petite fixette, c'est un peu folklorique. Mais finalement, est-ce qu'on ne se rajoute pas une petite, pas pression, mais un petit objectif de se dire, ok, maintenant, il faut qu'il reste là? Non, c'est sûr, quand c'est tout le temps l'intérêt quand tu as une série, c'est après on n'en fait pas forcément une fixette. Disons qu'on a on a plutôt d'autres forces à l'intérieur du vestiaire, mais c'est vrai que ça rajoute un petit peu un petit quelque chose. C'est parfois sur des petites idées un peu farfelues que naissent des choses comme celle-ci. Il nous reste un petit peu de temps. Déjà, je te remercie Maxime de nous avoir parlé un petit peu de tout ça, que ce soit sur l'aspect collectif ou personnel. On a encore un petit sujet à traiter, c'est dans le temps additionnel. C'est vrai qu'on a parlé du coach Stéphane Lemignan, un coach que l'on a vu ce matin. Le nouveau rendez-vous de l'Instant Sport par Moselle TV avait donc comme invité Stéphane Lemignan. C'était l'occasion de reparler avec lui, non pas de tactique, mais de la vie quotidienne dans le monde du football face à celui de l'entreprise que l'on peut quand même pas mal de fois comparer, ce qui se comprend notamment avec l'évolution de celui-ci. On va l'écouter justement, c'est un très court point de vue, mais ça nous permet de pouvoir enclencher là-dessus derrière.
Il y a des choses qui sont semblables forcément en fonction des entreprises. Oui, il y a des managements notamment, il y a la performance, c'est tous des termes qui sont utilisés dans le football et puis dans le monde de l'entreprise. Donc on s'inspire aussi de l'entreprise, nous, parce qu'on est dans une entreprise avec des joueurs, avec des staffs. Donc il faut qu'on soit très, très bon et que derrière on utilise tous les outils possibles. C'est vrai que le football, là on le connaît, il y a le sport, mais pas que aujourd'hui. On compare souvent maintenant les clubs à des entreprises. Il y a un parallèle à faire, même si ça reste deux mondes totalement différents. Toi qui l'as vécu un peu l'intérieur, Franck. Deux mondes différents, mais avec beaucoup de similitudes dans le terme de performance. Tu as différents leviers qui sont les mêmes et je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des sportifs de haut niveau, pas que football, hein, mais des athlètes, des sportifs de haut niveau dans leur effectif, pour faire croître leur entreprise, pour acquérir des performances, parce qu'il y a des leviers, que ce soit mental, de volonté, d'abnégation, d'exigence que les sportifs peuvent apporter à la personne lambda. Et inversement, des managers d'entreprises qui peuvent s'inspirer d'entraîneurs. Donc oui, le parallèle est vite fait. Et je trouve que plus dans l'entreprise, on s'inspire de sportifs que de sportifs s'inspirent de l'entreprise plutôt. Tu ressens un peu ça aussi ou pas du tout En tout cas, c'est un manager, si on doit faire le parallèle, qui a fermé quelques bouches. Hein. Les nôtres en premier lieu, Stéphane Le Mignon. Hein. Enfin, voilà, on disait, est-ce qu'il manque pas un peu de leadership? Est-ce qu'il manque pas un peu d'épaisseur face à des situations de crise? Gestion de crise, celle parfois que tu peux connaître dans l'entreprise. Je retombe sur mes pieds, hein, parce que c'est beau je ce que suis tu parti fais. là-dessus. Voilà. Maintenant, le Graulimax, c'est un truc artistique. Ouais, un peu. Mais enfin voilà, c'est quand même fort ce qu'il a fait ces derniers temps. Certains choix forts, repositionner, redonner une chance à Maxime, choix gagnant. Rappelons-nous où on était il y a 3 matchs. Tout le monde se disait, Stéphane Le Mignon, c'est quasiment terminé. Disons les choses telles qu'elles sont. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait quand même des éléments de coulisses qui nous autorisaient aussi à le penser. Il s'est remobilisé sur quelque chose, il a fait des choix et il a montré qu'il avait de la ressource et que, en termes de management, y compris, puisqu'on a parlé tout à l'heure effectivement d'activer les leviers mentaux, de discussion, d'osmose, tous ces éléments pour générer de la confiance, il a su le faire, hein, alors qu'on le soupçonnait peut-être pas finalement d'un point de vue extérieur. Quand on te reproche d'un manque de leadership ou que tu as du mal à le faire valoir, l'intelligence, c'est de le faire porter par d'autres sur lesquels t'appuyer et savoir bien t'entourer. Toi ? C'est intelligent aussi ce que tu dis. Donc je pense que sur les droites, c'est pas si à un fou, moment donné, pas mal. Non, mais t'as raison. À un moment donné, si toi, ton message en tant que leader n'est pas perçu de la même façon, ou tu n'arrives pas à avoir cette légitimité, entre guillemets, et je ne parle pas des joueurs, hein, mais je parle de l'environnement, que ce soit du club, que ce soit ici, des fois, il faut que tu fasses passer ton message en t'appuyant sur des personnes qui l'ont et qui vont leur laisser le loisir d'aller vers ce quoi tu as envie d'aller, mais à leur manière. Et ça, c'est savoir bien s'entourer, parfois. C'est une preuve de managériat très bien. Maxime, c'est vrai qu'on a parlé déjà un petit peu du coach tout à l'heure, mais reparlons un petit peu du rapport. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, on était en conférence de presse. Enfin, vous étiez en conférence de presse tous les deux avant un match. Je ne sais plus lequel exactement, je ne vais pas le dire pour ne pas me tromper. Mais c'est quoi votre rapport à tous les deux? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges de la part de Stéphane Le Mignon, je suppose en tout cas. Ouais, forcément, c'est un peu délicat pour moi de parler de la relation coach-joueur, mais non. Tu as fait plein d'éloges. Après, c'est pas pour te mettre la pression, hein, mais c'est vrai qu'il a dit quand même pas mal de choses hors bien sur toi. Non. En retour, ça peut être pas mal. On discute un peu plus, j'ai envie de dire, récemment, et c'est sûr que voilà, comme je dis, on est tous dans le même bateau et donc on doit tous tirer dans le même sens et forcément d'avoir des relations un peu plus étroites entre joueurs et puis le coach, ça c'est toujours mieux et c'est ce qui se passe. Ouais. Ça doit être agréable de se dire, parce que c'est ce qu'on a décrit l'année dernière, c'est qu'il y avait pas mal de jeux quand même du côté du FCMS, c'était plaisant à regarder, parfois il y a des scores un peu plus fleuves que d'autres, il y avait des séquences fortes, je repense notamment au déplacement à Dunkerque avec le but de Bocquet dans les dernières secondes, ce genre de choses. Là on le voit aussi avec ses buts en fin de match, de savoir changer sans forcément renier ce principe de jeu là, c'est ça qui est bien, c'est de se dire en fait on peut exister en Ligue 1 tout en produisant le jeu qu'il adore vraiment en fait. Tout à fait, et je pense que c'est même une qualité pas que dans le foot, mais dans la vie, c'est de savoir se remettre en question. On a forcément tous nos certitudes et nos convictions. Après, il faut. On répète, c'est aussi quelqu'un qui découvre la Ligue 1. Tout à fait, et voilà, il a aussi l'honnêteté de le dire que voilà, qu'il n'avait pas encore connu la Ligue 1, et donc non, je le sens très ouvert et c'est notamment dans les discussions, il y avait aussi une ouverture de son côté qui a fait avancer les choses aussi, quoi. Le choix des mots est important, hein.
évoluer ne veut pas dire changer. Hein. Donc évoluer, c'est-à-dire s'améliorer, garder tes idées tout en les adaptant. Et c'est ça où il a été fort, c'est qu'à un moment donné, il a dit je ne vais pas tout changer, mais savoir évoluer, ne pas rester dans ses certitudes et avoir des convictions, mais pas des certitudes. C'est ça le secret pour moi de la réussite. Non, non, je n'ai rien à Il est ajouter. subjugué par tout ce qu'il est en train de dire. La nuance entre conviction et certitude est super importante. Je suis bien d'accord avec toi. C'est rare, hein, Franck, que j'adoube autant tes. En fait, finalement, tu es d'accord avec lui quand il ne parle pas purement foot. Comment ? Sur les analyses de match. Ouais, quand peut-être. tu parles pas d'analyse de match. C'est un pas de côté, là, peut-être on peut se rejoindre aussi. Ouais. Non, mais tu as raison. C'est vrai que. On est quand même satisfait, pour terminer là-dessus, on est quand même satisfait de voir que Stéphane Lemien a su par lui-même aussi, Bien avec sûr, tout le monde reste à voir, parce que mais... il y a un petit attachement qui s'est fait quand même avec tout ce qui s'est fait depuis un an, évidemment, un an et demi, on était triste de ce qui se passait. Je pense que personne, sincèrement, ne disait on veut la peau. Alors attention à la violence des mots. Voilà, on veut effectivement engager des entraîneurs, mais c'était rien de personnel, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde était dans l'émotion par rapport à un début de saison très décevant. Il y a ce contexte global aussi, du phénomène d'ascenseur qui concerne le FC Metz depuis 20 ans. Donc tout le monde se disait ça y est, on a remis une pièce dans la machine infernale, on est reparti là-dessus. Et sur qui ça tombait, c'était sur Stéphane Lemignan. Malgré l'affection effectivement qu'on pouvait avoir pour lui, il nous a réconciliés avec le football quand même à Metz. Ça, il faut le dire. On en était sevrés depuis un certain nombre d'années, un très long nombre d'années. Depuis que j'ai arrêté, tu peux le dire, c'est ça ? Depuis que Franck a décidé de déserter. Personne te l'a soufflé, c'est ça qui est beau, c'est que ça vient du cœur, et ça, c'est ce que j'aime chez vous. Il a déserté le couloir gauche et couloir droit, maintenant je le découvre, pardon. Le poste de gardien aussi, tu regarderas. Et puis ce qui est super le concernant, c'est qu'on l'a dit, c'est un finalement jeune entraîneur qui en tout cas découvre la Ligue 1, 90% des gens à sa place auraient peut-être sauté ou explosé. Il a réussi à trouver des ressources. Comment ? Déjà pas, il y en a qui sont déjà partis pour moins que ça. Il a trouvé des ressources, il s'est remis en question, il a discuté, il a écouté, il a échangé, il a réfléchi, il a mis de la nuance. Il a eu des convictions, mais pas de certitude. Voilà, Franck. Quel grand penseur, quand même. C'est quand même assez incroyable. On lui découvre un nombre de qualités assez incroyables. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci, Maxime, d'être venu. Encore une fois, tu es le bienvenu quand tu en as envie. Si tu as besoin de calculer au classement, tu n'hésites pas. Toujours dans la même partie de l'émission. Merci de nous avoir suivis. La trêve internationale continue. Le Graouli Mag aussi. On se retrouve très vite sur Moselle TV.